Bienvenue sur La Clé, le rendez-vous bien-être et performance des entrepreneurs et dirigeants. Tu veux passer à l'étape supérieure, changer ta vie? Il va falloir te connaître en profondeur. C'est la clé essentielle pour atteindre et dépasser tous tes objectifs. Certitude, confiance en soi, audace, considération, reconnaissance, liberté, amour ou encore argent, tout passe par la connaissance de soi. Ce que je t'apporte, une méthode unique qui repose sur 3 piliers, cartésien, ésotérique et corporel. Tu veux franchir un cap? Ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Clé. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Quentin Sellerier. Quentin, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Super. Alors du coup, donc Quentin, pour vous présenter brièvement qui il est, Quentin, c'est le fondateur de Karma. Quentin, c'est l'expert, le king de l'optimisation fiscale. Donc si tu as des questions, en gros, si tu es entrepreneur ou dirigeant et que tu as envie de payer moins d'impôts, eh bien c'est lui qu'il faut aller voir. C'est bien ça? Entre autres, ouais. Entre autres, exactement. Et tu fais bien de le préciser parce que, en l'occurrence, tu fais plein d'autres choses. Donc tu nous l'expliqueras brièvement par la suite. Oui. Moi, surtout, ce qui m'intéresse par rapport à ton parcours, c'est que tu fais partie de ces personnes qui ont eu, j'ai l'impression, 10 000 vies, qui ont fait 10 000 activités, puisque tu as été avant, tu étais kiné, tu as monté 5 business dans des univers complètement différents, et tu as aussi, surtout, finalement, eu énormément d'expériences de vie que moi, je nommerais comme assez hallucinantes, et tu vas nous partager tout ça et nous raconter tout ça plus en détail. Avec plaisir, ouais. Ok, alors on va démarrer. Moi, la première question qui me vient là déjà, c'est finalement comment on en arrive, comment on démarre par des études de kiné, et puis finalement comment on en arrive à la fiscalité, voire aux autres domaines d'ailleurs que tu as fait. Comment on switch d'un univers à un autre? Alors dans ce cas-là, il faudrait que je raconte toute mon histoire, mais brièvement pour faire simple. Donc j'avais un entourage plutôt de fonctionnaires, c'est-à-dire que mes parents et ma sœur sont profs. Et donc j'ai jamais vraiment réfléchi à mon orientation. Depuis tout petit, j'ai toujours su que je voulais entreprendre ou en tout cas monter des business. Puis le bac arrivant à grands pas, il a fallu que je me pose la question de sortir un truc un petit peu cohérent à mes parents. J'allais pas leur dire je vais monter une boîte. Et donc la major de ma classe, on va dire en terminale, Valentine, pour ne pas la citer, avait choisi kiné. Et donc je l'ai suivi et voilà comment je suis arrivé en tout cas à faire des études de kiné dans un premier temps. Waouh, donc du coup en fait si je comprends bien, tes études de kiné c'était un choix par défaut, mais pas forcément le choix qui t'intéressait au départ, puisque toi, ce qui t'intéressait, c'était l'entrepreneuriat et le business. Ouais, j'ai toujours voulu entreprendre. Je voulais à la base faire une école de commerce ou de communication. On m'a dit, fais un bac S, ça te fermera pas de porte. J'ai fait un bac S. À une semaine du bac, je me suis fait virer. Donc à un moment donné, j'ai dit, bon là, je vais travailler. J'ai travaillé, j'ai eu le bac. Et je me suis inscrit à la fac de kiné. Et après, j'ai eu le concours et je suis parti faire des études de kiné. En sachant très bien que je ne finirais pas kiné et que de toute façon, je monterais quand même des business. Ok, alors quel était l'intérêt finalement pour toi, hormis faire plaisir à tes parents? Aucun. D'accord, donc il y avait peut-être des voies plus simples que kiné, parce que j'imagine que kiné, c'est pas les voies les plus simples au premier abord au niveau de la charge de travail, de la charge mentale, etc. Alors ouais, non, pour la petite histoire, donc j'étais en sport-études rugby et au lycée, je travaillais assez peu et j'avais des plutôt bons résultats. Donc quand je suis rentré dans l'univers de kiné, il a fallu, pour faire simple, c'est les concours de médecine. Donc là, on bosse de 7h à 23h non-stop. Au bout d'une semaine, je pleurais, je voulais abandonner, j'ai appelé mes parents, sauf que mes parents m'avaient payé la prépa, c'était de mémoire un truc comme 1800 ou 3000 euros. Et le gars de la prépa ne voulait pas me rendre mon chèque, donc j'ai dit je vais me faire découper par mes parents. Et il m'avait dit si tu redoubles, on ne te payera plus tes études. Je m'étais même pour la petite histoire inscrit en STAPS pour faire prof de PS. Et au bout d'un moment, j'ai dit bon allez, je reprends. Et petit à petit, je me suis mis dans l'optique concours. Et aussi parce qu'il y a un gars que j'ai croisé dans le couloir qui m'a dit voilà, toi de toute façon tu l'auras jamais ce concours. Et je me suis dit bon, rien que pour lui, challenge. Voilà, je l'aurai. Bon, c'est un concours assez dur. Nous, notre année, je crois qu'on était 450, 500, ils en prenaient 50 et j'ai été pris du premier coup. Et pour la petite histoire, j'ai jamais vu ce gars à l'école de kiné. Ok. Voilà. Énorme. Et donc après, alors dans la continuité de ça, donc tu as fait kiné, tu l'as obtenu. Donc bravo déjà, parce qu'en effet, les études de kiné, c'est quand même pas simple. Toi, on te challenge, tu y vas, en même temps, tu fais plaisir à tes parents, tu finis tes études, et haut la main, j'ai envie de dire. Et donc du coup, après, par contre, c'est là où tu t'es dit, ça me plaît plus, j'arrête tout, je fais business, entrepreneuriat? Non, alors les études de kiné, par contre, c'est vraiment des études formidables. Moi, je le dis tout le temps, les études de kiné, il y a de la pratique, il y a de la théorie de pratique, il y a de la théorie, donc c'est quand même vachement enrichissant, ne serait-ce que parce qu'on apprend beaucoup de choses en physiologie, sur le corps humain, donc c'est super enrichissant la kiné. Par contre, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai vite compris que je ne ferais pas kiné toute ma vie. Alors pour quelle raison, justement? Parce que déjà l'exemple que je donne souvent en kiné, on fait des actes et pour moi un acte c'est quelque chose de répétitif, etc. Donc je me voyais pas faire la même chose toute ma vie. Les études sont exceptionnelles, mais le boulot en lui-même je le trouvais assez répétitif. C'est un très bon boulot, je le dis souvent, c'est peut-être le meilleur boulot entre 20 et 30 ans.
Parce que quand on réussit tout du premier coup, on sort des études à 22 ans. À 22 ans, c'est quand même un boulot qui nous permet de nous installer où on veut, quand on veut, d'être notre propre patron, de quand même bien gagner sa vie. Et entre 20 et 30 ans, c'est pas négligeable. Après 30 ans, c'est autre chose. Mais moi, entre 20 et 30 ans, voilà, ça m'a suffi. Et donc là, tu as quel âge maintenant ? Là, à l'heure où on fait la vidéo, j'ai 34 ans. Ok. Donc on a passé les 30 ans. C'est ça, mais j'ai bien arrêté avant kiné bien plus tôt. Et donc j'ai toujours voulu un petit peu faire des choses à côté, donc je m'étais lancé dans l'immobilier un petit peu, on va dire de manière amateur. Mais il y a une petite anecdote, voilà, où pour faire simple, la sécurité sociale m'a réclamé 60 000 euros en kiné. Wow. Voilà, c'est une assez... C'est pas une longue histoire, mais... T'en as parlé dans un de tes posts d'ailleurs voilà. sur LinkedIn, donc ouais, je me souviens. Mais pour faire simple, je faisais des actes dans une maison de retraite. Ils ont considéré que je ne faisais pas ce travail. Il y a eu une procédure ordinale auprès de l'ordre des kinés, j'ai été blanchi. Une procédure pénale avec les gendarmes, bien évidemment, j'ai été blanchi. Et une procédure du tribunal de la sécurité sociale qui est à la fois jugé partie, qui en fait m'a fait perdre. Bien évidemment c'était abusif, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que il a fallu que je me bouge, donc j'avais fait un crédit pour payer cette somme là et je me suis lancé vraiment à fond dans l'immobilier et en l'espace de, je dirais, entre 2 et 3 ans, j'étais devenu rentier immobilier. Donc là, à cette période là, je devais avoir je sais pas, peut-être un truc comme 26, 27 ans, peut-être un petit peu plus, parce que j'ai monté mon cabinet en 2014, ça a dû m'arriver en 2016, donc j'ai dû être rentier vers les 28-29 ans. Mais en tout cas, j'ai mis à peu près 2 ans et demi. Donc là, je bossais vraiment en kiné, mais vraiment quelques heures. Et je vivais de mes revenus immobiliers. Et je m'étais spécialisé dans l'immobilier, j'étais également marchand de biens. Donc voilà déjà comment j'en suis arrivé finalement, à faire. juste merci la sécurité sociale en gros. C'est ça, c'est ce que je dis. Alors quand on y est, ça dure 1 an et demi, la procédure est très longue. J'ai pris une avocate qui n'a servi à rien et c'est vraiment pas facile. Mais avec du recul, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc voilà comment j'en suis arrivé à faire, on va dire, mes 3 premiers projets, que ce soit un cabinet de kiné, monter un cabinet de kiné, devenir rentier immobilier et aussi marchand de biens immobiliers. D'accord. Voilà. Alors on avait parlé de 5 business au départ, les 2 autres c'est quoi ? Alors, la fiscalité immobilière a changé pour les amateurs de fiscalité immobilière. Le statut de marchand de biens n'a pas trop évolué, mais il y a eu beaucoup de passages LMNP, LMP notamment, donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'immobilier. La fiscalité change au moment donné où on fait le podcast. L'État a tendance à de plus en plus taxer, notamment ils ont enlevé l'ISF, ils l'ont remplacé par un IFI, donc ils taxent un peu plus l'immobilier. Il y a notamment des critères qui ont changé pour la bascule LMNP, LMP, mais pour faire simple, la fiscalité évoluant, voilà, j'étais vraiment de plus en plus coincé. Et en fait, tous les efforts que j'avais fait pour devenir rentier immobilier, alors je pouvais vivre un petit peu de mon immobilier, mais si on peut parler chiffres, à l'époque, quand j'étais rentier immobilier, sans rien faire, je gagnais entre 4 et 5 000 euros net par mois. Ok. Et là, ça allait s'amenuire, ça allait tomber sur du 1500, 2000, sachant qu'il y a quand même un risque parce qu'on investit énormément. Enfin, on investit via le levier bancaire, mais j'avais peut-être 1,5 million d'encours à peu près. Okay. Donc le jeu n'en valait pas la chandelle. Et là, premier gros échec de ma vie. J'ai enfin appris ce que c'était l'échec. Et donc, j'ai fait vraiment ce qui me plaisait. Le 4e business, c'était pendant que je faisais l'immobilier, j'avais fait de la formation et de l'accompagnement en immobilier. Donc là, c'était un business digital, plutôt infoproduit et accompagnement, on va dire, consulting haut de gamme. Donc là, c'était ce business-là. Et quand j'ai eu ces péripéties, là, je me suis dit, bon, ok, maintenant, on doit arriver à peu près vers les 30-32 ans. Et là, j'ai dit, maintenant, je vais faire réellement ce qui me plaît. Et donc, j'ai tout envoyé balader. Donc, j'ai arrêté la kiné. On va dire, j'ai démissionné de l'ordre, j'ai vendu mon cabinet et je suis reparti avec mes économies et j'ai dit maintenant je vais faire ce qui me plaît, et donc c'est tout ce qui est business internet. Donc j'ai monté mes propres business internet, notamment on pourrait dire de l'acquisition client, une agence d'acquisition client. En fait, rapidement, j'ai eu un seul gros client avec qui on est devenu quasiment associés. Et ensuite, le 6e business, on va dire, arrive. Ah, il y en a 6 finalement, et pas 5. C'est celui que tu as dit au tout début, en fait. Et en fait, comme il a fallu que j'optimise ma fiscalité à titre personnel, et que j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Ouais, mais Quentin, tu peux pas faire pareil pour nous, etc. » Et j'ai développé des offres en fiscalité. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, les choses dans lesquelles je travaille, c'est faire de l'acquisition client plutôt pour mes business ou pour certains clients, et l'optimisation fiscale, ça pour tout le monde. Optimisation fiscale plutôt internationale, vu mon histoire avec la France. Ok, top, trop bien. Écoute, merci beaucoup à toi pour toutes ces précisions du coup sur ce beau parcours, hyper intéressant, hyper riche. Et justement, moi, ce qui me vient là par rapport à ça, par rapport à ton parcours, c'est que finalement, comme tu es dans des univers qui sont complètement différents, parfois complémentaires d'ailleurs, mais dans l'ensemble quand même différents, est-ce que ces univers t'ont permis d'apprendre à te connaître, ou qu'est-ce que finalement, tu vois, par rapport, on va faire le lien avec moi, mathématiques qui est importante pour moi, la connaissance de soi. Et donc, déjà, même avant de te poser cette question-là, ma première question, c'est quel est pour toi
ta définition de la connaissance de soi. Comme ça, après, on reviendra sur ton lien à toi et ton histoire. Alors, est-ce que si je réponds à la question comment j'ai appris à me connaître, ça peut suffire? Bah écoute, fais, je verrai bien, sinon je continuerai, je creuserai. D'accord. Alors moi, je dirais que j'ai réussi à apprendre à me connaître par l'expérience et par l'action. C'est-à-dire par l'expérience de ce que j'ai fait, des erreurs ou des réussites, et aussi par l'action, notamment par d'autres choses que j'ai fait en dehors du monde professionnel, que ce soit sportif, voyage, etc., où j'ai plus appris à me connaître. Donc pour moi, la connaissance de soi, c'est vraiment l'expérience, mais pas l'expérience dans les livres, pas l'expérience dans les vidéos, mais l'expérience par le fait de faire, l'action. Dans tous les domaines d'ailleurs. Ok, donc l'action, ok, ça marche. Et concrètement, finalement, ça te procure quoi, toi, ces expériences qui sont dans l'action? Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, en termes de connaissance réellement de toi? Quel plus ça va t'apporter d'être dans l'action? Contrairement à des gens qui font ça dans les bouquins, par exemple. Ça me permet, alors, dans le business ou dans le perso? Comme tu veux. Les deux, s'il y a une nuance entre les deux. Ce que j'aime bien avec l'action, c'est par exemple dans le business, on va prendre un exemple concret, si je lance une offre et qu'elle ne se vend pas, c'est que peut-être qu'il n'y a pas de marché. Okay. Donc j'ai un retour rapide. Et puis un exemple dans le sport, si je me fixe un objectif, admettons que je veux courir 5 ou 10 km, si je pars trop vite et que je m'écroule, c'est que je suis parti trop vite. Donc de suite, j'aime bien avoir le feedback, l'information. J'aime bien avoir le retour de suite de l'information. Alors ça fait un petit peu bourrin, mais moi j'aime bien. Donc en fait, pour toi, c'est finalement tirer les leçons à chaque fois de ce que tu fais. C'est action-réaction, tu passes à l'action, t'expérimentes, t'en tires les leçons pour pouvoir réajuster derrière. C'est ça. Alors après, ça demande un petit peu de capacité de recul, je pense. Mais bon, quand on prend 2-3 portes dans la tête, en fait, on apprend vite à prendre du recul, sinon on se fait très très mal. C'est clair. Alors voilà. Du coup, par rapport justement à tes expériences que tu as vécues, puisqu'on en a parlé en off, en l'occurrence, et c'est vrai que tu as des très très grosses expériences dans les voyages, dans tout, d'ailleurs dans le sport, enfin tu as fait quand même des choses qui moi me semblent assez extraordinaires, notamment tu as fait un Ironman, tu as fait au niveau de l'Everest, tu as grimpé au niveau... Pas l'Everest. Alors c'était quoi? Ah non, c'était le Mont Blanc. Ouais, pas l'Everest, le Mont Blanc. J'ai fait quelques sommets. Ce qui est déjà énorme pour moi, donc c'est pour ça. On a fait Mont Blanc, Kilimandjaro, on a été au Népal, Équateur, on a fait pas mal de sommets qui d'ailleurs c'était à l'époque où j'étais un petit peu perdu, donc je pense que c'était juste, c'est important à dire, je pense que c'était juste de l'ego pour montrer que j'existais ou pour montrer peut-être à mes parents, ma famille, mes amis que j'existais. C'était clairement de l'ego et on va dire le burn-out, la dépression m'ont tué un petit peu cet ego. Mais ouais, on a fait pas mal d'alpinisme et on a fait 34 pays et puis les Ironman un petit peu pareil, même si maintenant je continue les Ironman, mais c'est un réel plaisir. Ok, on n'a pas tous la même notion du plaisir par rapport aux Ironman. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas d'ailleurs au passage quand même ce que c'est qu'un Ironman de manière précise et brève, comment tu pourrais le décrire pour que les gens comprennent la complexité de cet événement? C'est un triathlon longue distance, donc on nage 3,8 km, on fait 180 km de vélo et on fait un marathon. Oui, large. Voilà. Un marathon de combien de temps? Le marathon, les tout meilleurs mondiaux, je pense qu'ils le font en 2h40 et un Ironman, les tout meilleurs mondiaux, je me demande si le record du monde n'est pas à 7h30. Mais bon, c'est un truc, ça occupe le dimanche, quoi. Oui, léger, d'accord. Voilà. Bon, je le ferai pas tous les dimanches, pour ma part en tout cas. Ça. Donc c'est quand même des expériences, c'est ce que je vous disais au départ, qui sont assez, à mon sens en tout cas, hors normes pour le coup. Et donc tu parlais d'ego tout à l'heure et d'avoir le besoin d'exister. Est-ce que ces expériences t'ont aidé à satisfaire justement cette notion d'ego et d'existence que tu avais envie de mettre de prouver, peut-être de te prouver déjà à toi-même et aux autres? Alors sur le coup, je dirais que oui, parce qu'on est toujours fiers de ce qu'on a fait, et puis quand les gens nous disent oui, ce que tu as fait, c'est énorme et tout, en fait, quand on n'a pas le recul, oui, sur le court terme, mais à long terme, en fait, c'est vide. Enfin, si on prend un petit peu de recul, c'est vide. Par contre, moi, ce qui m'a permis de vraiment avoir du recul là-dessus, c'est, on va dire, depuis quelques années, de vraiment avoir ce recul et de me dire que en fait, ces expériences m'ont rendu heureux parce que je les ai faites déjà pour moi et parce que je les ai partagées avec des gens. Mais en fait, je pense qu'à court terme, on a un ego, on a un retour direct qui flatte un petit peu notre ego, mais sur du long terme, je me suis rendu compte que je l'avais vraiment fait aussi par plaisir et que c'est pas ce qui m'avait apporté le plus de bonheur. Ce qui m'avait apporté le plus de bonheur, c'est de le partager. Et alors moi, je fais partie un petit peu de ces gens-là. Malgré ce que les gens disent, il ne faut pas non plus tuer l'ego. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par ego et c'est aussi très bien. Il faut juste en avoir conscience. C'est-à-dire que souvent on parle avec des entrepreneurs et tout. Et si par exemple vous voulez monter un business parce que vous voulez avoir la reconnaissance de votre famille, de vos amis, sachez que vous l'aurez peut-être jamais, mais c'est très bien et il faut l'utiliser comme moteur à partir du moment où on en a conscience. Par contre, il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience et je pense que c'est là où ça peut être dangereux. Et voilà, du coup j'ai la réponse à la question. Je pense que j'ai pris la prise de conscience que je le faisais par plaisir. Si l'Ironman c'était
que pour l'ego, je m'amuserais pas à m'entraîner 10-15 Oui, heures par semaine toute l'année, quoi. Peut-être plus simple que Voilà, l'Ironman. c'est ça. Au niveau de l'ego, tu peux trouver autre chose. Voilà, je ferais d'autres choses. Alors, je te rejoins, mais à 10 000% justement par rapport à cette notion de l'ego, et c'est une notion ultra importante. Là, je vais remettre ma casquette de coach, bien évidemment, mais c'est vrai que l'ego, à un moment donné, on a tendance, surtout en France, à mettre l'ego et à le voir de manière négative. Sauf qu'à un moment donné, c'est toujours pareil, c'est négatif quand tu es dans les extrêmes. Ça peut être hyper intéressant et hyper valorisant pour toi si c'est justement dosé, si c'est correctement dosé, et encore une fois, si tu te tournes vers toi et ce qui t'apporte du bien, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et ça, c'est vrai que j'insiste là-dessus parce que l'ego, bien souvent, les gens, on aime bien se dire, ok, ego égale négatif. Non, ego égale performance si c'est bien dosé en fait. Donc merci pour ce partage. Donc toi vraiment finalement ces expériences t'ont permis de te connaître plus en profondeur toi-même, déjà face à toi-même, par rapport à tes compétences, j'imagine aussi, de sportif de haut niveau. Et puis, ce qui t'a apporté aussi énormément, c'est ce partage dont tu nous as parlé. Donc, est-ce que c'est le partage des personnes avec qui tu as vécu l'expérience, ou est-ce que c'est le partage, finalement, des personnes à qui tu l'as raconté après l'expérience, qui n'étaient pas présents ? Ah, c'est quand même beaucoup plus le partage des personnes avec qui j'ai fait les choses, parce que l'exemple que j'aime bien donner, c'est qu'il y a une différence entre regarder un reportage d'un voyage à la télé et le vivre, ça n'a rien à voir. À la télé, vous allez avoir l'image, le son. Le vivre, vous allez avoir les 5 sens, hein, donc ce qu'on appelle le VACOG, et ça n'a rien à voir. Donc c'est clairement, bien sûr qu'on le partage, bien sûr qu'on a les félicitations, les choses comme ça, ou aussi les critiques, hein, voilà, dans les deux sens, mais c'est quand même avec les personnes. C'est pour ça que voyager seul, c'est très bien pour se sociabiliser, mais voyager entre amis ou à plusieurs ou en famille, c'est ce qui pour moi crée des liens quasiment indéfectibles. Alors je suis d'accord, après même si moi je rejoins quand même cette idée que de voyager seul, ça permet aussi de réellement se connaître et de voir quelles sont justement ses réelles compétences. Est-ce qu'on est capable de faire les choses quand on est seul ou pas ? Et moi je l'ai vécu, pour le coup c'est vrai que tu vois, je me suis dit, moi quand je pars à plusieurs, j'ai tendance à être plutôt leader d'un groupe et à emmener les gens, tu vois, à faire les choses, à proposer des activités par exemple. Et quand je suis partie seule les premières fois, franchement j'étais en stress et en flip total parce que je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire, comment je vais gérer, est-ce que je vais être la même que quand j'étais en groupe ? Et c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte que oui, en fait j'étais face, à un moment donné, j'en avais fait un post aussi LinkedIn là-dessus, et je me suis retrouvée dans une situation où je devais enjamber à un moment donné une espèce de balustrade et me retrouver à marcher sur un espèce de muret large de 10 cm, enfin un truc où en groupe je l'aurais mais clairement fait, j'aurais été la première à le faire pour montrer un peu l'exemple on va dire, ou stimuler et avoir un effet de groupe, mais en étant toute seule je me suis dit ok, je suis devant ma balustrade, est-ce que je le fais ou pas ? Et finalement ouais, je l'ai fait, et c'est là où je me suis dit en fait, je suis vraiment la même personne, tu vois, à plusieurs ou en groupe. Et je trouve, pour faire le lien avec ce que tu disais juste avant, que partir seul, c'est aussi parfois très enrichissant, puisque c'est là où tu te dis, est-ce que je fais les mêmes actions ? Est-ce que je suis poussée par le regard des autres ou est-ce que je suis vraiment moi-même ? Donc je pense que ça peut être intéressant aussi pour certaines personnes. Donc après, à vous de voir, en l'occurrence, si vous êtes plutôt fait pour vivre des expériences seules ou à plusieurs, ou les deux d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire, comme tu l'as très justement dit, pour se rendre compte de ça. Qu'est-ce qui nous convient le mieux ? Ouais, ça me fait penser, il y a énormément de personnes qui sont parties seules et ça les a transformées, hein. Il y a pas mal d'exemples, mais il y a beaucoup de personnes qui partent seules et qui sont transformées. Et au final, ouais, si, quand même, j'ai fait seul aussi. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui, ça les transforme. Ça me fait penser, ce que tu dis, que on a du mal à être face au vide, face à soi-même. Exactement. On a tous les réseaux sociaux et nous, on est bien assez dessus. Et d'être de temps en temps seul face à soi-même, ça fait peur, mais ça peut être pas mal, ça peut être bénéfique. C'est challengeant et je rejoins totalement cette idée justement, c'est qu'il faut garder en tête que le cerveau a peur du vide. Donc en fait, généralement, quand ton cerveau a ce qu'il appelle lui du vide, il va chercher à le remplir et bien souvent, il le remplit avec des peurs. C'est pour ça que généralement, tu as du mal à passer à l'action quand c'est du vide pour toi dans ton cerveau. Lui, il va se dire, ok, vide égale peur, et il va te rajouter des peurs qui sont pas forcément les tiennes. Par contre, si tu remplis en amont ton cerveau par des éléments concrets, que tu le rassures, que tu sais où tu vas, même si tu pars seul, c'est pas forcément pour certaines personnes de partir seul à l'aventure. Pour certaines, oui, et ça leur convient très bien. Pour d'autres, planifie, c'est où tu vas, essaye d'anticiper les hôtels, un minimum en tout cas, pour que ton cerveau ait une majorité d'informations qui soient rassurées et qui puissent du coup te permettre de vivre cette expérience pleinement. Parce que ça, c'est un élément hyper important. Du coup, là, ça me fait penser à quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses toi en tant qu'experte, mais il y a plusieurs façons d'être, on va dire, seul face à soi-même. Il y en a, ça va être de la méditation, d'autres de la marche. En fait, je viens de me rendre compte que moi, c'était peut-être tout simplement les voyages d'alpinisme et le sport qui sont un petit peu mes méditations. Exactement. Donc, en fait, faut trouver son moyen. Bilan, faites des Ironman pour vous retrouver face à vous-même. Ou pas, hein. J'ai pas prévu d'en faire un le week-end prochain, donc bon, personnellement, je te laisse les Ironman, je vais garder la méditation, la lecture et les voyages en solo. Ça m'ira parfaitement. Après, par contre, clairement, oui, moi, c'est pour ça que je prône vraiment la connaissance de soi, et la connaissance de soi passe malgré tout par l'expérience de ce que tu vas vivre pour savoir ce qui te correspond à toi, parce qu'on aura beau te donner tous les conseils de la Terre, on va te dire, va faire du sport, oui,
oui, mais si t'es pas fait pour faire du sport ou que t'aimes pas ça, ça te conviendra pas. Par contre, on peut te dire va lire des bouquins et c'est la même chose dans l'autre sens. Donc c'est à toi, prends les conseils qu'on te donne, mais teste-les et vois une fois que tu les testes si ça te convient à toi ou pas. Parce qu'en fait, tu es unique sur cette terre et tu dois savoir ce qui te convient et ce qui te parle avant tout à toi-même, c'est ce que tu viens de dire. Et ça, c'est vraiment une chose ultra importante que je ne fais que répéter avec mes coachés pour le coup, parce que on est dans une société où on est enseveli d'informations, on est enseveli de bons conseils de tous les côtés, d'experts et de moins experts. Mais en l'occurrence, ce qui est important, c'est prends les éléments qui te parlent au premier abord, ce qui fait écho en toi. Si on te parle d'un bouquin et tu dis ah ouais, je sais pas, ça m'attire ce bouquin, bah fais-le, lis-le, mais peut-être qu'il sera peut-être pas aussi intéressant pour toi que ce que tu avais imaginé, et c'est pas grave. Pareil pour le sport, si tu es un sportif et que tu aimes vraiment les challenges, bah fais comme Quentin, tente un Ironman avec peut-être tout ce qu'il faut autour, j'y connais rien là-dessus, mais forcément il doit falloir des entraînements très spécifiques, une régularité et tout un tas de choses quand on tente ce genre d'expérience, mais pourquoi pas en fait? Rien n'est impossible, j'ai même envie de le dire autrement, c'est que tout est possible à partir du moment où tu as envie de le tester et où tu as envie de passer à l'action, et c'est surtout ça la clé, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort de tout ce que tu nous as partagé déjà jusqu'à présent. Ah oui, moi je suis plutôt, j'aime bien ce terme, mais j'aime bien la vie ou le business un petit peu mode bourrin, c'est-à-dire que c'est pas grave, je vais prendre des portes, mais au moins j'y vais. Ok, et ben écoute, voilà, si vous êtes dans le même cas de figure et dans la même configuration que Quentin, écoutez, allez vous prendre des portes, soyez en mode bourrin, et puis analysez, tirez des leçons comme il disait tout à l'heure, c'est comme ça que vous allez potentiellement avancer. Par contre, parenthèse aussi, attention, si vous n'êtes pas comme Quentin pour le coup et que vous êtes plutôt comme moi, eh bien faites les choses à votre manière, et c'est ça qui est important aussi d'avoir en tête, c'est découvre quel est ton mode de fonctionnement, découvre quelle est ta manière à toi personnellement de fonctionner. Après, je le dis en rigolant, mais prendre des portes, faut, comme tu disais, il faut avoir la personnalité pour. Même moi, quand je prends des portes, voilà, faut avoir la capacité de se relever, sinon ça peut vraiment vous détruire. Hein. Donc je le dis, mais je le pense un peu, mais c'est comme tu le disais, bon, parce qu'on en a parlé, on a vu un peu les profils de personnalité, mais c'est pas pour tout le monde, quoi. Exact, et ça c'est vraiment super important, c'est pour ça qu'encore une fois, apprends à te connaître pour le coup, pour savoir si tu es fait pour prendre des portes ou pas, en gros, quoi. C'est ça. Si tu es fait, ça va te booster, si t'es pas fait, ça peut t'anéantir, donc vigilance par rapport à ça. Alors moi j'ai envie de rebondir justement et de prendre un peu à contre-pied là ce qu'on vient de dire, c'est qu'à l'inverse, est-ce que tu aurais un événement, une anecdote peut-être à nous partager où ton manque de connaissance de toi-même t'a fait défaut? Eh ben, je dirais au moment où j'ai choisi mon orientation, j'aurais aimé savoir que j'aurais dû faire beaucoup plus confiance à mon intuition, et à ce moment-là, j'aurais pas été en kiné. Donc, même si je pense que c'est valable pour tout le monde, quand même d'écouter son intuition, mais je me rends compte plus ça avance dans le temps, plus j'ai cette capacité à sentir, sans prétention, mais à sentir des choses un petit peu plus. Donc voilà, si je l'avais su à ce moment-là, j'aurais vraiment écouté mon intuition. Et maintenant, malgré, on va dire, l'aspect stratégique, même, je suis pas un gros bourrin, hein, je fais quand même l'aspect stratégique dans mon business, quand même, quand je me rends compte que plus la décision est importante, c'est une grosse décision à prendre, plus souvent je la prends à l'intuition. Ok, alors donc là tu parles de l'intuition, qui est une thématique moi qui fait écho tout de suite et qui vibre en moi parce que je fais partie de ces gens aussi qui mettent en avant l'intuition pour avancer énormément et rapidement dans son business ou dans sa vie perso, d'ailleurs ça marche pour tout. Mais encore une fois, c'est parce que tu disais c'est des éléments qui sont importants pour certaines personnes et pas forcément pour d'autres. Et encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'a pas le côté intuitif et c'est pas grave. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là de se dire... sois face à toi-même, sois honnête avec toi-même, n'essaye pas de devenir une autre personne. Là, on te partage des éléments, des connaissances, Quentin nous partage ses expériences de vie, et c'est ça qu'il faut aller chercher, mais ce qui est important là maintenant pour toi, c'est de savoir, ok, est-ce que tu ressens des intuitions, est-ce que tu te mens à toi-même sur certains points et que tu pourrais développer cette partie-là chez toi, ou est-ce qu'à l'inverse, tu n'as pas cette intuition et tu t'inventes un peu une vie, et auquel cas, c'est pareil, ça ne t'apportera pas non plus. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de comprendre que chaque personne est dotée de facultés qui sont différentes les unes des autres, et c'est à toi d'aller chercher finalement ces éléments qui te correspondent parfaitement. Et là, donc Quentin, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que cette intuition, toi justement pour faire le lien, est-ce que tu l'as toujours eue et tu l'as mis un peu de côté par rapport à justement peut-être l'éducation, tu nous parlais du côté fonctionnaire de tes parents avec le côté prof, est-ce qu'il y a des éléments dans ton éducation ou dans ta scolarité ou dans ton entourage, peu importe, qui ont fait que tu as masqué ce côté intuitif, ou est-ce que tu t'es jamais donné l'opportunité de le développer, ou est-ce qu'il est arrivé un jour ou l'autre comme ça un peu par hasard, quoi, j'ai envie de dire? Alors moi j'avais quand même une grosse flamme intérieure, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'assez vite comprendre que
Des exemples en tête, par exemple, quand on allait en vacances, il y avait un vendeur de crêpes et pour aller à la plage, et de crêpes ou de gaufres, et tous les gens passaient... On peut s'arrêter là Voilà. déjà, c'est bon. Et tous les gens passaient de l'autre côté du trottoir, et je disais à mes parents, mais pourquoi le vendeur de crêpes, il se met pas de ce côté du trottoir? Et mes parents, c'était un peu, non mais il sait faire lui, c'était un peu, non mais ça c'est pour les autres. Donc en fait, je me suis rapidement, mais ça n'a pas été je l'ai vraiment pas mal vécu, je me suis un petit peu renfermé, j'avais vraiment une confiance en moi, plutôt une certitude, que tôt ou tard je ferais. En fait, je savais que je me débrouillerais, donc ça a vraiment été ça. C'est bon, je ferai kiné, mais après je sais que je ferai autre chose. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette flamme un petit peu tout le temps. Okay. Mais par contre, je pense que oui, selon les personnalités, il y a beaucoup de personnes qui peuvent perdre un petit peu cette flamme. Donc même si vous avez une toute petite flamme en vous, essayez de l'écouter, rapprochez-vous il y a plein de moyens avec des livres, des audios, YouTube, des blogs, de se rapprocher de choses qui vous parlent, et puis juste écouter cette petite intuition. Donc moi j'avais la chance d'avoir un petit peu cette certitude, et puis c'est un petit détail aussi de tous les entrepreneurs que j'ai côtoyés qui ont vraiment réussi. Soit ils l'ont acquis, soit ils l'avaient déjà de base, mais c'est vraiment cette certitude, cette confiance en soi. C'est-à-dire que vous pouvez faire vraiment un business de merde avec une offre de merde, si vous êtes sûr que ça va marcher, en fait ça va marcher. C'est ça qui est assez dingue de mon histoire. Mais voilà, donc je l'ai pas mal vécu, je l'ai un petit peu, en fait je l'ai caché, voilà. Je dirais que je l'ai caché, mais j'étais à peu près sûr que ça marcherait un jour ou l'autre. Et peut-être que je me casserai la gueule toute ma vie, mais je m'en fiche, au moins je vis comme j'ai envie. Et ça c'est le plus important. Exact. Et alors finalement, ce vendeur, pourquoi il était d'un côté ou de l'autre du trottoir? J'en sais rien, faudra demander à mes parents. Apparemment, c'était pas pour moi. Bon, on saura jamais. Voilà. Alors finalement, le pourquoi du comment, tant pis. Voilà, et après, il y a plein d'exemples. Par exemple, des choses que vous êtes sûr qui vont arriver, qui arrivent. Moi, ça a été un petit peu toute ma vie. Le feu qui passe au vert au moment où on est sûr qu'il va passer au vert. Plein de petits trucs où je me suis dit, ouais, on le développe. Donc vraiment... On l'entend partout, mais c'est super important de peser les mots sur écouter votre intuition, écouter votre petite voix intérieure, votre petite flamme. Voilà, si je peux vous donner au moins ce petit conseil de jamais lâcher, sans parler d'être un bourrin et tout, mais de toujours écouter un petit peu son intuition. Exact. Et alors du coup, là, moi, ce qui me vient, et pour compléter justement cette partie-là, c'est que, en effet, ta voix intérieure et tes pensées, notamment, parce que moi, je suis plus axée sur le côté mindset et pensée principalement, donc qui se rejoignent, bien évidemment, les deux sont en lien, mais c'est surtout cette fameuse loi d'attraction, en règle générale, en fonction des pensées que tu vas avoir ou de cette voix intérieure que tu vas écouter, si elle est positive ou négative, ta loi d'attraction va être positive ou négative, parce qu'on a tendance à parler de la loi d'attraction forcément en positif, mais il ne faut pas oublier que dès que tu as des pensées qui sont pourries, dès que tu n'es pas aligné avec toi, dès que tu n'as pas les certitudes dont tu nous as parlé, en l'occurrence, eh bien, tu vas dégager énergétiquement finalement des éléments qui sont négatifs, et donc tu vas attirer, parce qu'on dit le positif attire le positif, mais l'inverse est vrai aussi, le négatif attire le négatif. Donc c'est vraiment important en effet de garder ça en tête et de se dire ok, je bosse au niveau, donc Quentin nous a parlé de la voix intérieure, on peut parler d'intuition, on peut parler de pensée, peu importe ce qu'on met comme mot, le tout c'est de comprendre en fait qu'avant tout ça doit être absolument positif pour finalement dégager énergétiquement des choses positives, et là tu vas mettre en lien et en avant la fameuse loi d'attraction positivement. Et c'est ça, me semble-t-il, que tu étais en train de nous expliquer. Ouais, et en plus ça va rajouter un petit peu d'eau à mon moulin, et l'exemple que je vais vous donner, vous avez beau être le plus positif du monde, si vous restez allongé sur votre lit, rien ne se passera. Donc il faut faire un petit peu d'action, donc c'est pour ça que j'aime bien ce petit côté aller de l'avant. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, j'ai rien à rajouter là-dessus. Oh top. Alors du coup maintenant finalement tout ça, donc tu nous as parlé... De tout ce que ça t'a apporté jusqu'à présent dans ta vie. Donc toi, tu es plutôt dans le mode expérience de vie, passage à l'action. Tu nous as parlé aussi que pour toi, c'était important de nourrir ton ego de manière positive. C'était avant, ça l'est plus. Ça ne l'est plus aujourd'hui ? Du tout. Ok, t'as plus besoin de nourrir, même en partageant avec des expériences de vie, partager avec les gens ? Oui, mais c'est un plaisir. Enfin, je pense pas, on peut jamais être sûr à 100%, mais c'est plus par ego. Ok, d'accord, et bah top. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu nous as parlé donc de confiance, d'intuition, de certitude, de voix intérieure. Et qu'est-ce que tout ça, finalement, concrètement, ça t'apporte dans ta vie pro ou perso à l'heure actuelle, de te connaître autant, de t'être posé les bonnes questions ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Le fait d'avoir eu pas mal d'expériences, je pense que ça m'a apporté de la confiance, dans le sens où que je réussisse ou que je perde, en fait, dans les deux cas, on peut s'en relever. En fait, ça minimise l'échec, ça minimise aussi la réussite. C'est pas parce que alors on va prendre l'exemple du business, parce qu'on parle un petit peu de business, mais c'est pas parce que vous allez gagner beaucoup d'argent ou perdre beaucoup d'argent, en fait, ça reste que de l'argent. Et en fait, on est toujours là. Et ce qui compte, c'est un petit peu
savoir comment un petit peu on fonctionne, comment anticiper les choses, savoir qu'il y aura des problèmes. Le fait d'avoir vécu la chose, ça permet de minimiser. Il y a plein d'exemples, je veux dire, le jour où vous allez passer un concours, le jour où vous allez faire une épreuve sportive, le jour où vous allez faire un voyage, en fait on a tendance à maximiser la chose, à se dire ouais c'est impossible, ou un truc tout bête, on a tous fait la première fois où on saute dans une piscine de 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres dans la rivière, ça paraît énorme, et puis une fois qu'on l'a fait, c'est marrant et on recommence. Ouais. C'est vraiment cette image là que j'ai. Le fameux premier pas. C'est ça. En fait, en règle générale, et c'est souvent, ça je te rejoins à 10 000%, parce que bien souvent ce qui se passe, et c'est moi ce que je vois dans les accompagnements de coaching, c'est qu'en fait les personnes se font une montagne avant de démarrer de l'événement, du business ou de l'objectif à atteindre, peu importe ce qu'on met derrière. Mais en fait c'est souvent, les personnes ont tendance, et on a tous tendance parfois, dans certains cas, tant qu'on n'est pas aligné avec soi, à se créer en fait ses propres craintes, ses propres peurs avant même d'avoir commencé. Et en fait on va se créer notre propre montagne, notre propre Mont Blanc à nous et notre propre Kilimandjaro à nous, avant de se lancer. Alors que finalement, quand tu découpes tout ça en sous-étapes, moi c'est ce que je conseille souvent, et c'est la base pour moi, eh bien tu peux avancer step by step, et en fait ton objectif, tu t'en rapproches petit à petit, sans avoir l'impression que c'est un truc énorme à franchir au départ en fait. Et c'est vrai que ça, je te rejoins totalement, c'est à travers les expériences que tu vis que tu peux te rendre compte qu'en fait le premier pas il est pas si difficile que ça. Alors je dis pas qu'il l'est pas, attention, ça dépend des challenges, ça dépend de chacun, mais ça veut dire aussi qu'il n'est pas aussi difficile que ce qu'on s'était mis en tête, parce que bien souvent c'est toi qui te crées tes propres craintes et qui te crée ta propre barrière tout seul. Et vraiment il faut faire tomber cette barrière, faire le premier pas. Ça veut pas dire que ça te challengera pas, ça veut juste te dire que bien souvent une fois que t'es lancé, comme l'a dit Quentin, ok on a juste hâte de recommencer finalement, et c'est vrai que c'est ça qui est hyper intéressant et qu'il faut aller chercher. Ouais, moi il y a une image que j'adore, tout à l'heure tu as parlé du positivisme, mais quand on réfléchit à, par exemple, si on prend un projet, peu importe qu'il soit, et qu'on se dit ouais ça va bien se passer, en fait c'est du vent, c'est une projection hypothétique, future, positive de notre cerveau. Oui, ça va bien se passer. Et la réciproque est vraie, ouais ça va mal se passer, c'est du vent aussi, c'est juste une projection hypothétique. Donc en vrai on ne devrait vivre que dans l'instant présent. Le passé c'est du passé, on peut rien faire, et le futur c'est juste une projection nous-mêmes c'est une projection de nos croyances en fait. Ça va bien se passer, on sait pas, mais ça va mal se passer, on sait pas non plus. Exact. Après, c'est vrai que moi j'aime bien cette notion justement à prendre en compte pour rebondir sur ça, c'est que le cerveau ne sait pas faire la différence finalement entre le rêve et la réalité. Donc en fait, tout ce que tu vas le mettre qui ne s'est pas encore produit est du rêve pour lui, mais si tu mets un rêve positif, en fait, tu vas t'aligner par rapport à ça. Et c'est vrai que ça, moi je l'ai vécu en l'occurrence, et je peux vous dire que ça marche, et je l'ai vécu dans le mauvais sens des choses, c'est que, pour ceux qui me connaissent, j'ai été danseuse professionnelle, et c'est vrai que j'ai fait des très grosses représentations sur des très grosses scènes, et il y a des moments, comme je mixais salsa hip-hop avec des portées acrobatiques, c'est vrai que sur les moments où il y avait des nouveaux portés à tester, les premières fois où tu les testes, on parlait du fameux premier pas, t'es pas fier, mais faut y aller à un moment donné. Et quand tu montes sur scène, et ça m'est arrivé, j'ai vécu, alors majoritairement c'était le côté positif des choses, mais le seul moment où je me suis dit je vais me louper, je finissais par terre. On se loupe, ouais. Donc autant nourrir le cerveau de manière positive avec des bons fruits. Exactement. Et là on en parle le même langage, donc c'est trop cool. Alors dans la continuité de ça, justement, tu nous as dit que pour toi, c'était hyper intéressant justement de vivre beaucoup d'expériences, que ça te permettait de travailler au niveau de ta confiance en toi, d'acquérir cette confiance en toi, de minimiser cette notion d'échec et de minimiser cette notion de réussite. Et donc ça te permettait aussi entre autres d'anticiper les choses, etc. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner, en l'occurrence, aux personnes qui nous écoutent? Quelles astuces tu pourrais leur donner pour mieux se connaître? Alors, par rapport à ce que tu dis, toutes les expériences, les choses que j'ai fait, c'est pas forcément pour acquérir de l'expérience, c'est tout simplement parce que j'ai un gros problème avec la fuite du temps. Quand j'étais petit, je faisais toujours un cauchemar que la Terre un jour elle allait exploser, qu'il n'y aurait plus rien. Donc j'ai toujours un problème avec la fuite du temps. C'est pour ça que j'ai toujours voulu faire plein d'expériences. On entend toujours, oui, on n'a qu'une vie. Ouais, faut arrêter de le dire, il faut le faire. Donc c'est pour ça que je veux faire autant d'expériences. C'est pour ça que j'essaye d'être aussi efficace dans le boulot, que j'aime pas perdre de temps, etc. Donc voilà, c'est plutôt pour ça. C'est vraiment on n'a qu'une vie, donc autant la faire à 100%. Je préfère faire les trucs sportifs ou qui demandent une grosse condition physique tant que je suis jeune. Et l'image que j'aime bien dire, c'est je rêve d'aller à New York, mais je pourrais y aller quand j'aurai 60 ans, quoi. Voilà. Et après, je reviens, c'était quoi ta question, pardon? Alors, ma question, c'était finalement quels conseils, astuces tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent pour réussir à mieux se connaître? Alors, pour réussir à mieux se connaître, soit, pour moi, vous allez avoir assez de recul sur vous, donc peu importe votre mode de fonctionnement, mais soit vous allez pouvoir avoir assez de recul, mais je pense quand même que le plus facile, le plus simple, c'est de demander aux autres ou de se faire aider par les autres, et pas forcément par des experts, même si c'est quand même bien mieux de se faire aider par des experts, mais il y a plein de petits exercices. Moi au début j'ai vraiment fait ça, c'est je demandais à des amis, à de la famille, à des proches,
qu'est-ce que tu penses de moi, quelles sont mes compétences, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, pourquoi est-ce que tu m'appellerais, machin. Et il y a plein de manières. Alors après, bien évidemment, il y a plein d'outils, il y a plein d'experts, notamment, c'est pas du tout pour faire de la pub pour Julie, mais moi, le Human Design, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc c'est vraiment un bel outil pour apprendre à se connaître. Mais après, c'est peut-être, pour justement contrer ce côté un petit peu pub, c'est peut-être que vous adhérez pas avec ce que dit Julie ou avec sa personnalité, et ben c'est pas grave, vous irez voir quelqu'un d'autre. Par contre, si vous adhérez et que l'outil vous parle, ben foncez. Donc essayez je dirais, soit on a assez de recul et on arrive à le faire soi-même, mais vous allez gagner énormément de temps à vous faire accompagner, ou à comme je dis souvent, un livre avec 3 questions que vous allez demander à des proches, ça peut vous changer la vie. Et souvent, en plus, on est en règle générale surpris des réponses. Alors je sais pas si toi c'est ce que ça t'a fait. Moi je le fais faire à certains de mes clients et je l'ai fait pour moi aussi parce que je teste aussi tout ce que je demande de faire. Et c'est vrai que, est-ce que toi aussi t'as été surpris par les retours de certaines personnes? Bah souvent on est dur avec nous-mêmes en fait. Donc c'est souvent des agréables surprises. Et puis alors après il faut que les gens jouent le jeu parce qu'il faut aussi, ils ont peur de vous faire du mal, mais il faut aussi qu'ils vous disent le négatif. C'est tout aussi important, voire même plus à entendre, moi je trouve. Mais voilà, moi je l'ai beaucoup eu dans les livres. J'ai beaucoup lu, je me suis aussi beaucoup questionné. Mais avec du recul, si je devais recommencer de zéro, c'est pas on voit un petit peu ça comme un aveu d'échec de se faire aider, alors que moi je trouve ça super intelligent de se faire aider. En fait, vous allez juste échanger soit un petit peu de temps, soit un petit peu d'argent, mais contre des années, voire même moi il m'a fallu, je dirais, peut-être 10 ans pour vraiment me connaître. Donc voilà. Ouais, clairement. La rapidité, c'est vrai que, mais encore une fois, on rejoint cette notion, on n'est pas malheureusement en France dans cette dynamique-là et l'ouverture d'esprit au fait de se faire aider, on en est encore un peu au côté obsolète de je vais voir un psy, c'est que je suis malade. Je trouve ça triste et dommage parce que, comme tu l'as très justement dit, quand on s'ouvre un peu aux autres choses, quand on a l'habitude d'ailleurs de voyager, souvent les gens qui voyagent le savent, en fait, quand tu vas dans d'autres pays, notamment les pays nordiques, il y a une ouverture notamment sur cette partie-là qui est juste déjà à des années-lumière de nous et ils ont un bien-être finalement et un alignement au moins sur cette partie-là, parce qu'il y a d'autres choses qui vont pas dans leur pays, mais sur cette partie-là en l'occurrence, ils ont gagné, mais oui, 10 ans, 15 ans, 20 ans par rapport à nous, clairement. On le sait d'ailleurs dans le business, t'en parlais tout à l'heure, en l'occurrence par rapport aux États-Unis ou par rapport au Canada, on a 10, 15, 20 ans de retard par rapport à ces pays-là. Et c'est la même chose au niveau du mindset, de la connaissance de soi, du coaching, alors que c'est crucial et que c'est vital en fait de pouvoir se connaître concrètement pour avancer, aussi bien dans sa vie privée que dans son business. Ouais, et puis moi ça me fait penser à un de mes chevals de bataille, c'est l'école. Je veux dire, dans toute votre scolarité jusqu'au bac, voire même à l'université, à aucun moment on nous demande ce qui nous plaît. C'est ça. J'aime bien donner cette image, alors s'il y en a, désolé, mais de la conseillère d'orientation dépressive avec ses lunettes et sa coupe au carré, on l'a tous vu au fin fond du CDI, il nous lit la fiche avec les 150 métiers, et puis limite c'est au hasard et pile, bah ça, tu feras ça toi. Mais alors que, et puis moi je l'ai vécu en plus en ayant mes parents profs, donc je me suis rendu compte qu'il y a le système scolaire, mais même à la maison, faites jamais. Mais c'est pas grave. Bah c'est ça. Bon, pour revenir à ce qu'on disait, finalement, c'est vrai que c'est important de prendre le temps de trouver finalement comment tu dois apprendre à te connaître. Après, chacun sa méthode, comme on le disait depuis tout à l'heure. Pour toi, ce que tu nous as partagé, en tout cas, déjà, c'est de prendre du recul, d'avoir ce recul sur soi d'une manière générale, de demander l'avis aux autres au niveau de ses compétences, ses qualités, mais surtout aussi de ses défauts pour pouvoir... Alors, il faut trouver les bonnes personnes qui vont avoir l'honnêteté de te dire aussi les choses, mais c'est super intéressant à entendre. Il ne faut pas avoir peur de ça. Souvent, j'ai des personnes, moi en l'occurrence, qui peuvent avoir peur d'entendre la critique, mais la critique, alors à partir du moment où elle est quand même bienveillante, on parle de critique constructive, pas de critique pour se faire démonter la tronche, ça sert à rien, ça n'apporte rien à personne, mais par contre les critiques constructives te permettent toujours d'avancer, même si sur le coup c'est pas toujours très agréable, c'est ça qui va te permettre d'avancer, alors que quand on te dit t'es le meilleur, t'es bon, etc., c'est cool, ça flatte l'ego comme on disait, mais là c'est l'ego qui est pas forcément flatté dans le bon sens, puisque ça ne te permet pas d'avancer toi concrètement sur des choses que tu dois travailler. Donc vraiment, chose importante par rapport à ça, donc pour résumer et revenir à ce qu'on disait, c'est avoir du recul sur soi, demander aux autres et se faire accompagner par des professionnels. Ouais, et avant tout, là, de ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc, souvent on se connaît un petit peu, on connaît notre mode de fonctionnement, donc la première chose, vraiment en italique, en gras, en soulignant, ce que vous voulez, mais c'est arrêter de se mentir à soi-même. Ouais. On se connaît toujours un petit peu quand même. Oui, après, attention, alors on se connaît toujours un peu, malgré tout, alors je suis 100% d'accord avec toi, il y a quand même des personnes par rapport à leur parcours de vie, par rapport à leurs croyances qu'ils se sont mis eux d'ailleurs, ou qu'on leur a mis sur le dos, les croyances limitantes, se sont créés des masques et en fait ne savent plus qui elles sont et quelles sont leurs capacités de départ. Donc en fait tu peux être un peu une sorte tu joues un rôle dans ta propre vie, mais tu te rends plus compte que tu es en train de jouer ce rôle-là, parce qu'en fait ce rôle tu l'as acquis à 100%
parce que tu as dû, à certains moments de ta vie, jouer ce rôle et tu l'as gardé et tu t'es convaincu toi-même en fait que tu devenais cette personne-là. Donc je dirais moi quand même vigilance par rapport à ça parce que oui tu le sais, mais tu peux avoir par contre à certains moments des parcours ou comment on peut dire, des virages à 180 degrés où tu dois quand même avoir conscience et te demander ok, est-ce que je suis vraiment en train de jouer un rôle ou pas? Oui, non. Après, si tu en joues un, à toi de voir si tu as envie de t'en débarrasser ou pas d'ailleurs, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais en l'occurrence, vigilance parce que tu peux savoir les choses, mais pas toujours au premier abord. C'est vrai, c'était mon côté bourrin. Et voilà, on équilibre du coup. T'as ton côté bourrin et j'ai l'autre côté qui fait qu'on équilibre et chacun il prend ce qui lui parle en tout cas par rapport à ce podcast. Et moi j'ai envie de terminer du coup par rapport à tout ce qu'on vient de voir déjà jusque là. C'est finalement toi aujourd'hui quel mot global tu aurais envie de nous partager, le mot qui pourrait résumer tout ce qu'on vient de se dire, par quoi tu pourrais terminer? Que ça soit dans la vie perso, pro, etc. Pour moi, le mot, en un mot, la certitude. Certitude. La certitude. Ok. Et écoute, on va s'arrêter là. Merci énormément à toi, Quentin, de ce partage, de ce moment passé ensemble. Ça a été top. Donc, merci beaucoup déjà de tout ce que tu nous as partagé sur ton expérience de vie, sur qui tu es. Merci de t'être livré par rapport à tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu as passé un bon moment? C'était un agréable moment. J'espère que ça vous a plu, qu'on n'aura pas trop été bavard, même si on est un petit peu bavard tous les deux. En tout cas, si vous voulez retrouver Quentin, je vais mettre toutes ces informations en descriptif du podcast. Donc bien sûr, vous pouvez le contacter. Alors je verrai avec lui ce qu'il veut nous donner, mais il y aura sûrement son site internet, son LinkedIn, son TikTok et tout ce qui s'ensuit. Et vous verrez bien ce que je mettrai dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à aller le contacter. En ce moment, c'est principalement, majoritairement pour l'optimisation fiscale, mais vous avez vu qu'il fait plein de choses. Donc si vous avez d'autres questions à lui poser, n'hésitez pas et ce fera, j'imagine, un plaisir de vous répondre. Avec plaisir. Allez, super. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast.